Dans un tribunal de l'État de Floride, Ronnie O'Neal se tient devant un juge après avoir été accusé d'avoir tué sa compagne et leur fille handicapée de 9 ans, ainsi que d'avoir tenté de tuer son fils de 8 ans, qui a témoigné contre lui, ce qui a donné lieu à ce moment dramatique dans la salle d'audience. Le cas de Ronnie O'Neal s'est avéré être l'un des plus effrayants de l'histoire récente. Le double homicide de sa compagne, Kenyatta Barron, de leur fille handicapée de 9 ans, et la tentative de meurtre de son fils de 8 ans, qui a miraculeusement survécu à l'épreuve. L'affaire a rapidement attiré l'attention, non seulement en raison de la brutalité des crimes, mais aussi en raison du témoignage bouleversant du fils survivant. Lorsque O'Neal fait enfin son apparition, ce n'est pas le personnage enchaîné et discret auquel beaucoup s'attendaient. Au contraire, il était provocateur. Dans un geste qui a stupéfié les spectateurs et les experts juridiques, O'Neal a déclaré son intention de se représenter lui-même, renonçant au conseil d'avocats chevronnés, pour avoir le droit de raconter son histoire avec ses propres mots. Enfin, après des jours de discussions et d'analyses intenses, le jury est parvenu à un verdict. Coupable, le mot a résonné dans la salle d'audience, non pas une mais plusieurs fois, lorsque le jury a déclaré O'Neal coupable de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et d'incendie criminel. La juge a eu quelques mots à dire lorsqu'elle l'a condamné à 60 ans de prison. Dans un tribunal de Las Vegas, Penelope Soto a dû répondre de graves accusations pour possession de Xanax sans ordonnance. Lors de l'audience de libération sous caution, son attitude négligente, se vantant de posséder des bijoux de valeur, a irrité le juge Rodriguez Chomat, ce qui a donné lieu à un moment dramatique dans la salle d'audience. Le matin du 4 février 23, Soto se trouve dans une situation inhabituelle. Elle a été arrêtée pour possession de Xanax, un médicament délivré sur ordonnance sans ordonnance. Il s'agissait d'une accusation grave, susceptible d'avoir des répercussions importantes sur son avenir. La gravité de la situation était palpable lorsqu'elle a été interrogée et qu'elle a été convoquée devant un juge pour l'audience de libération sous caution. Pour Soto, il s'agissait d'une expérience nouvelle et intimidante. Elle était sur le point d'apprendre que chaque action dans cette arène de la justice avait une conséquence. Lorsque la juge Rodriguez Chomat s'est enquise de la situation financière de Soto, ses réponses ont semblé se moquer de la gravité de la procédure. Le juge, dont le visage sévère reflète la gravité de son rôle, ne s'amuse pas. Il a continué à poser des questions à Madame Soto sur ses biens et son emploi, essayant d'évaluer le montant approprié de la caution pour sa libération. Madame Soto a déclaré qu'elle était sans emploi et qu'elle était à la charge de sa famille. Mais elle s'est vantée de posséder des bijoux de grande valeur. Cette affirmation a attiré l'attention du juge, qui a voulu en savoir plus sur la valeur de ses biens. La réponse de Madame Soto a été désinvolte, suggérant que ces bijoux valaient beaucoup d'argent. Le juge, peu impressionné par son attitude cavalière, fixe la caution à 5 000 $. Soto, surpris par le montant, s'esclaffe et dit « adios » au juge sur un ton sarcastique. Cet adieu désinvolte n'a pas été bien accueilli. Le juge Rodriguez Chomat, interprétant son mot d'adieu comme un manque de respect, la rappelle sur le podium. La réalité de la situation commence à s'imposer à la jeune accusée. Mais c'est son action suivante qui va sceller son destin et déclencher une tempête médiatique. Alors qu'elle se retournait pour s'éloigner, Soto, peut-être dans un moment de frustration ou d'incrédulité, a levé son majeur et a fait un doigt d'honneur au juge. Les halètements des personnes présentes dans la salle d'audience étaient presque audibles. Le juge Rodriguez Chomat, qui ne tournait le dos à personne, a exigé que Soto revienne une nouvelle fois. Le juge a interrogé Soto sur son geste, lui donnant l'occasion de s'expliquer. Le visage autrefois souriant de Penelope Soto est désormais marqué par la prise de conscience que ses actes ont de graves répercussions. 2 jours plus tard, sa caution a été réduite à 5 000 $ et, après qu'elle se soit excusée auprès du juge, sa peine a été révoquée. Alors que Penelope a été autorisée à s'exprimer tout au long de la procédure, l'homme suivant n'a pas pu le faire car il a été bâillonné au tribunal. Ensuite, nous entrons dans un tribunal du comté de Cuyahoga, où Franklin Williams, condamné pour de multiples délits, a fait face au juge John Russo pour le prononcer de sa peine. Malgré les avertissements concernant le maintien du décorum, Williams a interrompu la procédure à plusieurs reprises, incitant le juge Russo à le menacer de le bâillonner si cela s'avérait nécessaire. Dans la salle d'audience du tribunal de première instance du comté de Cuyahoga, Williams, reconnu coupable de vol aggravé, d'enlèvement, de vol et d'infraction à la législation sur les armes, s'est présenté devant le juge John Russo pour le prononcer de sa peine. La procédure a commencé lorsque Williams a exprimé son mécontentement à l'égard de son nouvel avocat, en déclarant « Le juge Russo a rapidement émis un avertissement sévère contre tout comportement perturbateur, rappelant à Williams de respecter le décorum de la salle d'audience. » Malgré les instructions du juge, Williams a continué à intervenir, ce qui a entraîné des avertissements répétés de garder le silence. Le juge Russo a même menacé de bâillonner Williams si nécessaire. Malgré l'escalade de la tension,
William a persisté à se disputer avec le juge, ce qui a conduit à un moment choquant où des adjoints ont été appelés pour le maîtriser. À l'approche des adjoints, William continue de protester. Finalement, sa bouche a été scotchée. Malgré cela, il a continué à interférer avec la procédure. Les actions du juge ont suscité la controverse, beaucoup critiquant l'utilisation de rubans adhésifs pour faire taire l'accusé. Certains ont affirmé que le juge Russo n'avait pas fait preuve d'impartialité et de modération dans la gestion de la situation. Le juge s'excusera plus tard dans les procédures ultérieures. Williams, quant à lui, bien que condamné à 24 ans de prison, a eu le dernier mot au tribunal. Alors que Frank aurait pu prôner la liberté d'expression au tribunal, Deobra pourrait prôner une violente raclée pour les juges. Lors d'un incident choquant survenu au tribunal de district du comté de Clark, Deobra Redden, un récidiviste violent ayant déjà commis 3 crimes, s'est précipité sur la juge Mary Kay Holthus au cours de sa condamnation pour tentative de violence, lançant une attaque brutale filmée en vidéo. La juge a ainsi condamné Redden à 4 ans de prison, soulignant la gravité de ses actes. C'est un avion? C'est un oiseau? C'est Deobra Redden? Cette juge de Las Vegas a pu constater de visu pourquoi Deobra Redden était un récidiviste violent dans son tribunal. Deobra Redden, âgé de 30 ans et ayant des antécédents de 3 crimes, s'est présenté devant la juge Mary Kay Holthus au tribunal de district du comté de Clark dans l'attente de sa condamnation pour une affaire de tentative de violence impliquant des lésions corporelles importantes. Lors d'un incident surprenant filmé en vidéo, M. Redden s'est précipité sur la juge Holthus alors qu'elle présidait derrière le banc, l'a enjambée et l'a attaquée. Il s'est ensuite battu avec plusieurs personnes, avant d'être maîtrisé après l'intervention de quelques hommes. Au milieu du chaos, une alarme signalant l'arrivée de renforts a retenti de manière persistante. La déclaration de Redden, pleine de jurons « Nah, fuck that beat », a résonné alors qu'il s'élançait vers le juge. Surmontant les tentatives d'évasion, il a lancé un assaut incessant contre le juge Holthus et un huissier de justice. Les images montrent qu'il a frappé le juge Holthus à plusieurs reprises, tandis que le personnel de sécurité tentait de reprendre le contrôle de la situation. Avant l'agression, l'avocat de Redden avait plaidé en faveur d'une mise à l'épreuve lors de la procédure de condamnation. Cependant, la réponse du juge Holthus a pris une résonance effrayante, compte tenu des événements qui ont suivi. Les accusations portées contre Redden découlent d'un incident survenu le 23 avril de l'année dernière, au cours duquel il aurait menacé d'infliger des lésions corporelles importantes, déclarant qu'il allait casser les rotules d'un autre individu. Cependant, après tout ce qui a été dit et fait, il a été condamné à 4 ans de prison. Lors d'une audience tendue sur la garde des enfants au tribunal de district du comté de Durham, le juge Hill réprimande Rishana et Colin Morrison, 2 parents séparés, pour leurs chamailleries incessantes. Malgré les avertissements, la défiance de Rishana lui vaut d'être accusée d'outrage au tribunal et d'être expulsée de la salle d'audience, ce qui dégénère en chaos lorsque son frère intervient, entraînant des altercations physiques avec les adjoints du tribunal. Dans la salle d'audience du tribunal de district du comté de Durham, en Caroline du Nord, le juge Hill, connu pour son impartialité, préside une audience controversée sur la garde des enfants entre des parents séparés, Rishana et Colin Morrison. Les tensions ont atteint un point de rupture après 3 jours d'échanges houleux entre les Morrison, mettant à l'épreuve la patience du juge Hill. Colin prétend que Rishana lui a caché leur fils et demande la garde complète, tandis que Rishana accuse Colin d'abandon et de non-paiement de la pension alimentaire. Le juge Hill, qui en a assez des querelles incessantes, se lance dans une tirade sévère, condamnant les 2 parents pour leur comportement. Il souligne l'importance du bien-être de leur enfant, leur rappelant leurs responsabilités partagées. Malgré la défiance de Rishana, le juge Hill lui adresse un avertissement, la menaçant d'outrage si elle s'exprime à nouveau. Incapable de se contenir, Rishana continue à argumenter, ce qui incite le juge Hill à mettre sa menace à exécution et à la condamner pour outrage au tribunal. Malgré des avertissements répétés, Rishana persiste, ce qui lui vaut de nouvelles sanctions de la part du juge. Rishana se calme brièvement. Mais alors que le juge Hill s'apprête à annoncer sa décision concernant la garde des enfants, le chaos éclate lorsque Rishana proteste avec véhémence contre la décision, ce qui l'oblige à quitter la salle d'audience. L'intervention de son frère aggrave la situation, entraînant des altercations physiques avec les adjoints du tribunal. La salle d'audience sombre dans le pandémonium lorsque Rishana et son frère affrontent les adjoints. Malgré l'arrivée de renforts, la situation reste volatile. La mère de Rishana ajoute au chaos en s'emportant avant d'être maîtrisée. Rishana est ensuite condamnée à 30 jours de prison pour ses actes, tandis que sa mère et son frère sont condamnés à des peines plus courtes pour avoir résisté à l'arrestation. Le juge Hill est critiqué pour sa gestion de la situation, mais il maintient que son intention était de donner la priorité au bien-être de l'enfant. Maintenant, assez parlé des juges qui infligent des peines à des civils. Que se passe-t-il lorsqu'un autre juge est condamné?
Cela donne lieu à l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire judiciaire. En 2012, Tracy Hunter a été traduite en justice pour falsification de preuves, contrefaçon et vol dans l'exercice de ses fonctions. Après un long procès, Tracy Hunter a été reconnue coupable d'un seul chef d'accusation et condamnée à 6 mois de prison, un moment marqué par des scènes dramatiques lorsqu'elle a été physiquement évacuée de la salle d'audience. En 22 ans, à l'issue d'une élection controversée qui s'est terminée par une bataille juridique sur des bulletins de vote contestés, Madame Hunter est sortie victorieuse, devenant la première femme afro-américaine à occuper le poste de juge du tribunal pour enfants dans le comté de Hamilton, dans l'Ohio. Sa victoire a été un moment historique, célébré par beaucoup comme un pas en avant pour la diversité et la représentation dans le système judiciaire. Cependant, le mandat de Madame Hunter a rapidement été entaché de controverses. Elle a été critiquée pour sa gestion des affaires judiciaires et son style de management. Des allégations de mauvaise conduite ont commencé à faire surface, notamment des accusations d'antidater des documents judiciaires pour empêcher les procureurs de faire appel de ces décisions. Les tensions croissantes entre Madame Hunter et d'autres fonctionnaires du tribunal, ainsi que les médias locaux, ont ouvert la voie à une série d'événements qui ont conduit à un drame judiciaire sans précédent. La tempête juridique entourant Tracy Hunter s'est intensifiée lorsqu'elle a été inculpée de multiples délits. L'une des accusations les plus graves était qu'elle avait abusé de son autorité pour conférer un avantage illégal à son frère, un employé d'un tribunal pour mineurs qui risquait d'être licencié pour avoir prétendument frappé un jeune délinquant. Les charges retenues contre Madame Hunter comprenaient la falsification de preuves, la contrefaçon et le vol dans l'exercice d'une fonction. La tension a atteint son paroxysme lorsque, à l'issue d'un procès long et controversé, M. Hunter a été reconnu coupable d'avoir un intérêt illégal dans un marché public. Le moment de la condamnation a été chaotique. Alors que le juge lui ordonne de purger une peine de 6 mois d'emprisonnement, les partisans de Madame Hunter se mettent à hurler d'incrédulité. Dans une scène qui allait devenir tristement célèbre, Madame Hunter, molle et sans réaction, a été physiquement sortie de la salle d'audience par un adjoint, ses bras drapés sur ses épaules, alors qu'elle était transportée dehors. Cette image symbolisera la chute dramatique d'une carrière judiciaire autrefois prometteuse et le point culminant d'un procès qui a captivé et polarisé la communauté. Dans cette affaire, lors d'une audience pour conduite en état d'ivresse au palais de justice du comté d'Osely, une altercation éclate entre l'épouse de l'accusé, Ingrid, et la mère de la victime, Peggy Gabbard. Le juge William Beau Leach condamne la perturbation, ordonne que toutes les personnes impliquées soient accusées d'outrage et prononce des peines d'emprisonnement de 30 jours. Ingrid Baird est également accusée d'agression. À l'intérieur du palais de justice du comté d'Osely à Boonville, Kentucky, le prévenu, Shane Bird, est accusé de conduite en état d'ivresse. Le juge William Beau Leach préside l'audience. À l'issue de l'audience de Bird, un accord est conclu pour qu'il paie une amende de $500 à la femme qu'il a blessée en conduisant sous l'influence de l'alcool. Cependant, la tension monte rapidement lorsque Ingrid Bird, l'épouse de l'accusé, et Peggy Gabbard, la mère de la victime, se retrouvent assises l'une près de l'autre dans la salle d'audience. Alors que le juge Leach s'apprête à traiter l'affaire suivante, le chaos éclate. On ne sait pas très bien qui est à l'origine de l'altercation, mais Gabbard porte un coup décisif, suivi de l'intervention d'une femme non identifiée, qui semble agir au nom d'Ingrid Bird. Shane Bird, l'accusé, est également impliqué dans la bagarre. Après plusieurs minutes, Ingrid Bird est escortée hors de la scène, rétablissant temporairement l'ordre. Cependant, le juge Leach est loin d'être satisfait de cette perturbation. Il demande des comptes à toutes les personnes impliquées, les convoquant dans le box des jurés pour outrage à magistrat. Personne n'échappe à la condamnation du juge Leach, y compris ceux qui ont tenté de désamorcer la situation. Il impose une peine de 30 jours de prison à chaque participant, exprimant son incrédulité face au manque de décorum dans sa salle d'audience. Malgré les tentatives de reprise en main, plusieurs personnes, dont Peggy Gabbard, Shane Bird, la femme à la chemise rayée et Ingrid Bird, sont accusées d'outrage. Ingrid Bird est en outre accusée d'agression. Avant de reprendre les débats, le juge Leach lance un avertissement sévère, menaçant de peine d'emprisonnement de 6 mois toute nouvelle perturbation. Le message est clair, le décorum de la salle d'audience sera respecté, et toute tentative de perturber les débats aura des conséquences graves. Vêtu d'une tenue d'accusé, Frank DeLeon Jr. a fait l'objet d'un accord de plaidoyer pour avoir reconnu le meurtre de Diamond Alvarez, ce qui lui a évité la peine de mort. Cependant, lorsque le juge a exposé les conditions, une bagarre s'est ensuivie. Frank DeLeon Jr., vêtu de la tenue standard d'un accusé, l'air impénétrable, a écouté les termes de l'accord de plaidoyer qui lui a été présenté.
L'accord proposé s'éloignait radicalement d'un éventuel procès avec jury. Il s'agissait d'un accord selon lequel il reconnaîtrait le meurtre de Diamond Alvarez en échange d'une réduction de peine. Les détails de l'accord témoignaient de la gravité du crime. Frank devait plaider coupable d'une accusation de meurtre moins grave, évitant ainsi la possibilité d'être condamné à la peine de mort ou à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Alors que le juge expose méthodiquement les conditions du plaidoyer, la salle d'audience est suspendue à chaque mot, le silence n'étant rompu que par le brassage des papiers et le murmure occasionnel d'assentiment de l'avocat de Frank. La réalité de la situation s'impose. C'est l'heure des comptes, un point de non-retour pour le jeune homme qui a ôté une vie et brisé une communauté. Lorsque Frank prend la parole, sa voix n'est qu'un faible murmure, presque perdu dans l'acoustique de la salle d'audience. Il a admis avoir tué Diamond Alvarez, ces mots contrastant fortement avec la vie vibrante qu'il avait éteinte. Lorsqu'il a raconté les événements de ce jour de janvier, un frisson collectif a semblé traverser la salle. L'aveu était une confirmation de l'horreur qui avait frappé Diamond, et c'était plus que ce que certains pouvaient supporter. La réaction a été immédiate et viscérale. Un cri d'angoisse a jailli de la tribune, le son brut du chagrin d'une mère alors que la réalité du sort de sa fille était exposée aux yeux de tous. Les autres personnes présentes dans la salle d'audience ont commencé à réagir, leurs émotions se déversant dans un torrent de larmes, de halètements et de prières chuchotées. Le décorum de la cour s'effrite au fur et à mesure que le coût humain du crime est ressenti par toutes les personnes présentes. C'est dans cette atmosphère électrique que la bagarre a éclaté. Le personnel de sécurité s'est précipité pour intervenir alors que la bagarre s'intensifiait, les deux parties de la tragédie se déchaînant dans une frénésie d'émotions. L'accord sur le plaidoyer, qui semblait être une solution juridique simple, est devenu la raison d'un déferlement de chagrin et de colère. La bagarre dans la salle d'audience était une manifestation du traumatisme collectif que la communauté portait depuis le jour où Diamond lui a été enlevé. C'est un moment qui souligne la profondeur des sentiments entourant l'affaire. Un rappel brutal que la nature dépassionnée de la loi se heurte parfois à l'humanité brute de ceux qu'elle cherche à servir. Ensuite, nous nous rendons dans une salle d'audience du sud du Kentucky où un juge tente désespérément de maintenir l'ordre et se retrouve face à face avec Melissa Hardwick qui se jette sur elle. Au début de la procédure, le juge, figure d'autorité et d'impartialité, rappelle le tribunal à l'ordre. Melissa, cependant, semble agitée, son comportement suggérant qu'une tempête se prépare sous la surface. Ses interruptions commencent de manière inoffensive mais s'intensifient rapidement, sa voix augmentant de volume, ce qui contraste fortement avec les directives calmes du juge. Le juge, faisant preuve de professionnalisme, avertit Melissa des conséquences de ces perturbations. Pourtant, alors que l'avertissement est donné, il devient clair que Melissa ne sera pas réduite au silence. Son emportement, mélange de griefs personnels et d'injustices perçues, se répercute dans la salle d'audience. Dans un moment qui choque toutes les personnes présentes, Melissa fait un geste qui marquera à jamais ce jour dans les annales de l'histoire du tribunal. Elle s'élance vers le banc du juge, ses intentions n'étant pas claires, mais sa cible indubitable. La salle d'audience se transforme en pandémonium et les autorités entrent en action. L'adjoint Dodson, avec les réflexes rapides que lui confère sa formation, intercepte Melissa avant qu'elle n'atteigne le juge. La lutte est brève mais intense, Melissa s'agitant et criant, exigeant qu'on la laisse partir. La juge, quant à elle, garde son sang-froid, même si le choc de la quasi-agression se lit dans ses yeux. L'intervention de l'adjoint met Nancy à terre, sa crise n'étant plus qu'une cacophonie de cris et de demandes. Le juge, toujours sur son siège, regarde la scène avec un mélange d'incrédulité et de soulagement. La salle d'audience, autrefois lieu d'ordre, est devenue un théâtre de l'inattendu, avec Melissa Hardwick comme protagoniste tragique. Jacob Morgan, âgé de 17 ans, a été reconnu coupable d'avoir déclenché l'incendie d'une maison à Rock Hill, en Caroline du Sud, entraînant la mort d'un membre de sa famille. Chargé de s'occuper de son demi-frère, Morgan aurait mis le feu intentionnellement, mais au tribunal, il n'a pas pu s'empêcher de pleurer. À 17 ans, Jacob Morgan a été reconnu coupable d'avoir déclenché l'incendie d'une maison à Rock Hill, en Caroline du Sud, qui a entraîné la mort d'un membre de sa famille. Morgan, qui était chargé de s'occuper de son demi-frère âgé de 14 mois, aurait mis le feu intentionnellement, selon les procureurs. Madame Hill Dover et son mari, Mike Hill, qui est le beau-père de Morgan et le père de Joshua, avaient confié à Morgan la garde de Joshua pendant leur absence. Ils ont affirmé que Morgan, qui a 17 ans, dormait lorsque l'incendie s'est déclaré. Le procureur adjoint Willie Thompson a déclaré lors d'une précédente audience que Morgan était resté à l'extérieur de la maison en flammes sans chercher de l'aide ou tenter de secourir son jeune frère, ce qui dénotait une intention malveillante. Selon ses parents, Morgan, qui souffre d'autisme, aurait été contraint d'avouer qu'il avait déclenché l'incendie. Ils affirment que les voisins ont demandé à leur fils
de ne pas s'approcher de l'incendie et que leurs tentatives de rentrer dans la maison pour sauver son frère ont été contrecarrées par eux. En outre, ils affirment que Morgan, qui a des problèmes de développement et d'alphabétisation, a avoué sous la contrainte au cours d'un interrogatoire de 5 heures qui n'a pas été enregistré. Les enquêteurs ont rapporté que Morgan avait fourni diverses explications sur l'origine de l'incendie. Il a d'abord prétendu avoir accidentellement placé un oreiller près d'un radiateur, puis a admis avoir mis le feu à un oreiller et l'avoir jeté en l'air. Les preuves suggèrent que 2 feux distincts ont été allumés, l'un dans le salon et l'autre sur une couverture dans la chambre principale où Joshua dormait. Les procureurs ont soutenu que Morgan avait déjà admis avoir mis le feu à la maison 2 semaines auparavant, exprimant une fascination pour le feu. M. Thompson a déclaré « L'accusé a fini par admettre qu'il ne s'était jamais rendormi, qu'il jouait avec des bougies, qu'il les allumait et qu'il était fasciné par le feu. » Lors de sa comparution devant le tribunal pour une audience sur les causes probables, Morgan peut être vu en train de prier au tribunal. Il a rapidement conclu un accord de plaidoyer, reconnaissant sa culpabilité pour homicide involontaire et négligence illégale à l'égard d'un enfant. Malgré cela, il a maintenu son amour pour son frère et a affirmé son innocence. Morgan a été condamné à une peine de 15 ans de prison, mais a été libéré après avoir purgé seulement 7 ans. Accusé d'avoir tué son colocataire, Damon Kemp semblait visiblement perturbé lorsqu'il a été transporté dans le palais de justice. Malgré les protestations de Kemp, le juge a estimé que sa détention était justifiée et a refusé de le libérer sous caution. Alors que Kemp était escorté, les proches de l'une des victimes, Trey Ingraham, ont exprimé leur angoisse, se demandant pourquoi Kemp aurait fait du mal à quelqu'un qui l'avait hébergé sans lui demander de loyer. La mère de Trey Ingraham a déploré cette perte tragique, soulignant la jeunesse de toutes les personnes impliquées dans l'affaire. Damon Kemp est accusé d'avoir tué son colocataire et lorsqu'il est entré dans le tribunal, tout lui a semblé anormal, de l'expression de son visage à la façon dont il se déplaçait. Le juge a déclaré, au milieu des protestations de Kemp, « Après avoir examiné votre arrestation, je trouve qu'il y a une cause probable pour votre détention. J'ai désigné un avocat commis d'office pour vous représenter ce matin. » Le regard de Kemp s'est promené autour de lui, alors que le juge annonçait son maintien en détention. « Compte tenu des circonstances, je ne peux pas vous accorder la liberté sous caution, » affirme le juge. Alors que les huissiers escortaient Kemp, les proches de Trey Ingraham, l'une des victimes, luttaient pour contenir leur angoisse. « Day-Day, pourquoi as-tu fait ça à Trey ?» s'est écrié l'un d'eux. « Day-Day, nous nous sommes occupés de toi. Trey s'est occupé de toi. Il t'a même fourni un logement sans te demander de loyer. Pourquoi, Day-Day? Pourquoi ?» Selon la police, Ingraham et Jordan Padden avaient offert à Kemp un abri dans leur appartement de Daytona Beach et tentaient de l'aider. La mère d'Ingraham, Nerissa Carter Young, dans sa détresse, a cherché des réponses concernant la mort prématurée de son fils. Même l'auteur présumé, disent-ils, n'a que 19 ans. Ce ne sont que des enfants, a déploré Madame Young. Dans un tribunal de Cleveland, Van Terry, père de Shirelda Terry, a affronté l'assassin de sa fille, Michael Madison, dont les crimes odieux ont brisé leur vie. Au cours du procès, les familles ont enduré l'angoisse de revivre les détails horribles des meurtres, tandis que Van Terry portait silencieusement son deuil. Au cours de la phase de détermination de la peine, le plaidoyer émotionnel de Van Terry en faveur de la justice et de l'apaisement s'est transformé en un moment de fureur brute lorsqu'il s'en est pris à Madison, exprimant l'agonie de sa perte. Finalement, Michael Madison a été condamné à mort pour ses crimes. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Pour d'autres vidéos de ce type, cliquez sur les cartes à l'écran.